Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours avec un réel plaisir d'être parmi vous ce soir. Je tiens tout d'abord à féliciter les organisateurs pour l'organisation de ce 13e colloque international sur le diabète et la nutrition. Je remercie également le professeur Belkhadir, le professeur Benavid, de m'avoir invité pour vous parler ce soir de la pompe à insuline Quad 9 en 2024. Alors, le suivi observationnel à long terme des diabétiques après l'étude des CCT avait bien montré que malgré la disparition des niveaux, des différences entre les niveaux d'hémoglobine 1C dans les deux groupes, que ce soit le groupe intensif ou le groupe conventionnel, qu'il existe ce qu'on appelle la mémoire glycémique qui permet de garder une durabilité de l'effet métabolique initial, aussi bien sur les complications micro que les complications macro-angiopathiques. En contrepartie, on sait aussi que le risque d'hypoglycémie sévère est très très élevé, et ceci d'autant plus que l'hémoglobine 1C est beaucoup plus basse. Pour ceci, la nécessité d'éviter ces écarts, que ce soit hypo et hyperglycémique, a conduit à un consensus international qui s'est basé cette fois-ci sur la mesure continue de la glycémie et qui a défini des objectifs glycémiques en se basant sur le temps passé dans la cible, au-dessus de la cible et au-dessous de la cible. Mais on sait très bien que l'obtention de ce niveau de contrôle et son maintien au long cours va être rarement réalisable lorsque l'adaptation des doses d'insuline est faite par le patient lui-même à partir de ses données glycémiques. Ces objectifs peuvent être rapprochés au prix d'un grand investissement du patient, ce qui va altérer de loin sa qualité de vie, et ceci du fait de la complexité du traitement de tout patient diabétique de type 1. Depuis la découverte de l'insuline en 1922, on a eu beaucoup d'avancées concernant des nouvelles générations d'insuline, mais aussi concernant le mode de diffusion de l'insuline avec des pompes en boucle ouverte au départ, mais aussi en boucle fermée par la suite. On a eu également des avancées qui ont intéressé la mesure continue de la glycémie. Concernant les pompes à insuline, on a eu au départ des pompes à insuline en boucle ouverte qui peuvent être paramétrées grâce à des mesures glycémiques capillaires, mais ou bien avec des mesures continues de la glycémie. Mais on sait qu'à long terme, seulement 30% des patients vont atteindre l'objectif glycémique recommandé. Nous avons également utilisé ces pompes à insuline en boucle fermée dans notre centre, et il a été indiqué chez des personnes diabétiques de type 1 qui font beaucoup d'hypoglycémie ou ayant un diabète instable. L'utilisation de ces pompes à insuline en boucle ouverte, elle a permis une diminution importante des doses d'insuline, elle a amélioré de loin leur hémoglobine 1C et essentiellement une réduction très significative du nombre d'hypoglycémies. Ce bénéfice métabolique a permis à la fin d'améliorer le score de satisfaction chez nos patients diabétiques de type 1. Mais on sait que le grand challenge va être à long terme. De garder ce bénéfice métabolique est parfois compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une variabilité des besoins en insuline, que ce soit au cours de la journée, d'un jour à un autre, essentiellement chez une catégorie de patients, particulièrement les enfants et les adolescents. Par la suite, les avancées nous ont ramené des pompes à délivrance automatisée de l'insuline, communément appelées boucles fermées ou pancréas artificiel. Alors, on a deux types de systèmes disponibles d'insulinothérapie automatisée. Un premier système qui va placer l'algorithme dans la pompe à insuline, elle qui va recevoir le signal du capteur de glucose, et donc la pompe va diffuser la dose qu'elle veut de l'insuline. Et ici, on a un exemple type, la Medtronic 780 et aussi la Control IQ. Un deuxième système va cette fois-ci placer l'algorithme dans on va dire, un boîtier informatique qui peut être un smartphone, qui va recevoir également le signal du capteur de glucose et diffuser l'insuline à travers une pompe.
Alors, comment ça marche pour la boucle fermée? Vous voyez bien ici, on a un enregistrement. Vous voyez ici, c'est les débits de base. Regardez, on a des débits de base qui sont totalement différents, aussi bien dans la journée que dans la nuit, avec parfois des arrêts de diffusion carrément de l'insuline. Ce que vous voyez ici en pointillé, c'est des microbolus de correction automatique que la pompe va lancer elle-même pour corriger les hyperglycémies et le patient, avant que la pompe lance son bolus de repas, il doit annoncer le nombre de glucides qu'il va manger pendant ce repas-là et automatiquement, la pompe va lancer le bolus adapté à ce comptage glucidique. Alors, ces pompes en boucle fermée, on le sait très bien, ils ont été utilisés dans plusieurs études pivots, mais aussi des études de vie réelle et qui ont toutes montré qu'il y a un bénéfice métabolique avec une garantie, non pas seulement d'efficacité, mais aussi de sécurité. On sait bien que l'hémoglobine glyquée va être réduite en moyenne de 0,5%. Le temps qui passé dans la cible, d'au moins, il va augmenter d'au moins de 10%, mais essentiellement un temps passé en hypoglycémie qui va être réduit de 50%. Les personnes dont le contrôle glycémique est le plus éloigné de la cible à l'initiation vont présenter le gain le plus important après l'installation d'une pompe à boucle fermée. Mis à part cet effet indiscutable sur le contrôle glycémique, la boucle fermée a permis chez nos patients diabétiques de type 1 de réduire l'anxiété, d'améliorer leur sommeil et aussi améliorer leur confiance en soi. Et ceci grâce à un meilleur contrôle de la glycémie pendant la nuit, mais aussi à des habitudes alimentaires qui vont être cette fois-ci moins restrictives qu'avant et aussi à un temps libre qui va être beaucoup plus important. Cette qualité de vie, on le sait très bien, c'est un élément qui est très important à prendre en compte dans la prise en charge de nos patients diabétiques. Si certains patients diabétiques décrivent la maladie diabétique comme étant une prison, pourquoi? Parce qu'elle leur donne un stress majeur. Ben, quand on leur installe la boucle fermée, ils nous disent qu'ils peuvent, grâce à ces systèmes de diffusion automatisée de l'insuline, ils peuvent sortir de temps en temps de cette prison, ils peuvent vivre avec leur diabète, avec beaucoup moins de stress. Alors maintenant, qu'en est-il des indications? Alors en 2020, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à 2023, on disait que les indications sont les personnes diabétiques type 1 qui n'ont pas atteint les objectifs métaboliques pour lesquels qu'on a fixé pour eux, ou bien c'est des personnes qui ont une altération de leur qualité de vie. Alors, il y avait un prérequis indispensable avant d'installer une pompe à boucle fermée. Alors, jusqu'à 2020, on disait que ça devrait être chez des personnes diabétiques de type 1, âgées au moins de 6 ans, qu'ils doivent avoir un traitement par pompe à insuline 6 mois avant le passage au système de boucle fermée. C'est des patients qui doivent bien maîtriser la technologie, aussi bien de la pompe que de la mesure continue de la glycémie. Ils doivent savoir pratiquer l'insulinothérapie fonctionnelle, particulièrement le comptage de glucides, et c'est aussi des personnes qui doivent être motivées et qui doivent s'engager avec l'équipe soignante. Donc au départ, on fait avec eux la manipulation de la pompe. Bien sûr, on fait avec eux un rappel de l'insulinothérapie fonctionnelle qui a été faite au préalable, essentiellement le comptage du glucide, parce qu'il faut annoncer le repas à la pompe à boucle fermée. On leur apprend également la manipulation technique du capteur et sa calibration, et pour à la fin leur donner aussi une éducation par rapport au mode automatique de la diffusion d'insuline. Alors, en 2024, on a eu quelques changements. Alors, par rapport à l'âge, ça a été élargi à partir de l'âge de 2 ans. L'ancienneté de diabète qui était au moins de 6 mois pour le patient, que ce soit au moins connu diabétique depuis 6 mois avant d'installer une boucle fermée. Maintenant, c'est possible de l'installer au début de la maladie diabétique de type 1 chez les personnes adultes. Avant, on exigeait un traitement par pompe en boucle ouverte pendant au moins 6 mois. Maintenant, ce n'est pas nécessaire. On peut passer de multi-injection, donc un patient qui est en multi-injection au quotidien, directement vers une boucle fermée. Par rapport à l'insulinothérapie fonctionnelle, on exigeait que le comptage de glucides soit bien fait. Maintenant, il est préférable, mais ce n'est pas indispensable.
L'engagement est toujours la même chose. Il faut que le patient et sa famille s'engagent dans un suivi avec l'équipe médicale. Au départ, on choisissait quand même des personnes qui n'avaient pas des hémoglobines glyquées catastrophiques. Maintenant, on n'a pas de limite, mais toujours en gardant la prudence et en respectant les conditions techniques et d'éducation technique chez ces personnes-là. Et bien sûr aussi, cette mesure automatique, cette diffusion automatisée de l'insuline a été également testée chez une catégorie particulière de personnes qui sont les femmes enceintes. Alors, le premier point par rapport aux personnes en multi-injection. Comme on a déjà dit, plusieurs études cliniques ont montré que la durée d'utilisation préalable d'une pompe peut être raccourcie à quelques semaines, voire qu'il est possible de passer directement d'un schéma d'insulinothérapie multi-injection vers un traitement par boucle fermée, que ce soit chez les adultes ou bien les adolescents et les enfants, après bien sûr une phase d'apprentissage qui peut être de 10 jours. Mais une grande vigilance sur l'éducation de bonnes pratiques de sécurité. Parmi ces études, je vous expose celle-ci où on a pris des personnes qui sont traitées en insuline avec un schéma basal-bolus, avec une surveillance glycémique basée sur des glycémies capillaires. Ils n'ont pas une mesure continue de la glycémie et on les a basculés directement vers une boucle fermée. Alors, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis d'améliorer les résultats ou les objectifs glycémiques chez nos patients, et ceci de façon statistiquement très significative. Nous avons pu également installer directement une boucle fermée chez une patiente âgée de 35 ans qui a un diabète qui est connu depuis l'âge de 14 ans. Quand elle est venue nous voir, elle était sous schéma basal-bolus, mais avec deux basales, une le matin, une le soir, avec des bolus pendant les repas et des corrections. Elle faisait des corrections tout au long de la journée et de la nuit parce qu'elle avait une grande variabilité glycémique. Elle avait une rétinopathie, une néphropathie et son hémoglobine glyquée au départ était de 8,2 avant l'installation de la boucle fermée. Alors, quand on a téléchargé ces données de son freestyle, son temps passé dans la cible était de 64%, 31% au-dessus de la cible avec 3% d'hypoglycémie. On a installé la boucle fermée et on est maintenant à 6 mois de son suivi en boucle fermée, ce qui a permis d'améliorer son coefficient de variation qui à 3 mois est passé à 31% et puis maintenant à 6 mois, elle est à 29%. Par rapport à son temps passé dans la cible, que ce soit à 3 mois, elle était à 83%, à 6 mois à 85%, donc une nette amélioration par rapport à par rapport à ces données glycémiques avant l'installation de la boucle fermée. Alors, une autre catégorie de patients, ce sont les enfants et les adolescents. Cette catégorie de patients nous pose un grand problème de prise en charge parce qu'on sait que l'équilibre glycémique le plus souvent chez les enfants va être insuffisant et voire même catastrophique chez les adolescents. C'est une catégorie de patients qui va avoir un risque élevé d'hypoglycémie, surtout chez les enfants, et ce risque élevé va générer une phobie, une peur des hypoglycémies de la part des parents. Et puis à long terme, ça va aboutir à un véritable fardeau avec un burn-out, aussi bien chez les adolescents, mais aussi chez les parents et leurs fratries. Alors en 2024, ben, on a changé un peu les prérequis pour proposer une boucle fermée chez les enfants et les adolescents, puisqu'on peut l'installer, comme on a dit tout à l'heure, à partir de l'âge de 12 ans. Toujours la même condition, il faut que ce soit des personnes qui maîtrisent la thérapie par pompe et par mesure continue de la glycémie, que ce soit l'enfant, mais aussi ses parents, et qu'ils doivent avoir une formation particulière concernant l'insulinothérapie fonctionnelle et particulièrement le comptage de glucides. Et bien sûr, ils doivent s'engager, ils doivent être consentants à un suivi, on va dire, à un suivi et un engagement avec l'équipe médicale. Alors, l'indication, ça va être des personnes qui n'ont pas atteint leur objectif glycémique, c'est-à-dire soit ils font des hypoglycémies sévères, des hyperglycémies importantes, qui ont une variabilité glycémique importante, ou des taux d'hémoglobine 1C qui vont être élevés. L'objectif, deuxième objectif, ça peut être aussi une altération de la qualité de vie chez ces patients ou leurs parents.
Alors, nous avons installé une pompe à insuline chez une jeune adolescente de 12 ans. Elle était en pleine puberté, elle a un diabète de type 1 et au moment où on l'a reçue pour la première fois, elle avait une histoire de 3 ans de son diabète. Donc, au moment de la première prise en charge, on a installé le schéma basal-bolus avec une éducation thérapeutique de base et on a fait le constat que la patiente fait des hypoglycémies à répétition avec essentiellement un phénomène de l'eau. À ce moment-là, on a proposé une pompe à insuline qui a été installée chez cette patiente avec une mesure continue de la glycémie. Par la suite, elle a assisté à une formation d'insulinothérapie fonctionnelle et avant sa dernière hémoglobine glyquée, après, elle était de 8%. Donc, on n'était pas du tout satisfait. Son enregistrement continu de la glycémie, regardez, il était au-dessus de la cible, dans 30%. Son tir n'était que de 38% avec 2% d'hémoglobine glyquée. Donc, on lui a proposé, vu cette période pubertaire et d'adolescente, on lui a proposé une boucle fermée. Et à 6 mois, pareil, la même chose. À 6 mois, on a eu une nette amélioration. Regardez le tir, on est passé de 38% à 83% à 3 mois et toujours 83% à 6 mois. Son coefficient de variation s'est nettement amélioré. Il est passé initialement à 30% et puis à 6 mois, il est à 26%. Alors, pour ce qui est de l'activité physique, alors la gestion de l'activité physique chez les personnes diabétiques porteurs d'un système de boucle fermée est vraiment très délicate et doit être vraiment individualisée. On prend en compte le type de l'activité physique, sa durée, son intensité et son horaire pour donner des messages éducatifs adaptés à chaque patient. Généralement, de façon, on va dire, globale, on conseille de réduire le bolus de repas précédent si l'activité est prévue dans les 4 heures suivant ce bolus, qu'il faut activer le mode temporaire ou exercice en fonction du type de pompe qu'on utilise 2 heures avant l'activité physique, que le resucrage doit faire immédiatement avant le début de l'activité physique et finalement on ne dépasse pas les 10 grammes de resucrage, quitte à répéter le resucrage par la suite pendant l'activité. Et puis, les personnes qui exercent une activité d'endurance prolongée, vraiment, ça nous pose un grand problème et leur gestion est très difficile. Et finalement, c'est des messages éducatifs très adaptés à eux et individualisés. La grossesse, alors chez la femme enceinte également, plusieurs études multicentriques ont utilisé la boucle fermée chez des femmes enceintes avec des groupes contrôle. Le challenge était très grand et finalement on a pu les mettre dans la cible dans 60 à 68% versus groupe contrôle qui n'était qu'à 55%. Elle faisait peu d'hypoglycémie et à distance, il n'y avait pas de différence significative dans les issues maternelles et néonatales de la grossesse. Alors, tout à l'heure, on parlait aussi d'effets à long terme, mais qu'est-ce qui se passait à long terme? À 2 ans, 4 ans, 6 ans, chez les personnes qui sont porteurs de boucles fermées. Ça, c'est un grand challenge pour le patient, mais aussi pour l'équipe médicale. Et si je vous expose le cas de Iman, c'était notre première patiente chez qui on avait installé une boucle fermée. Ça fait maintenant 2 ans et 2 mois. Et c'est que récemment, on a eu son dernier rapport et regardez, elle maintient toujours son bénéfice métabolique 85%, la dernière fois maintenant 89%, avec un bon coefficient de variabilité. Alors, qu'en est-il par rapport au mois de Ramadan? Alors, c'est un grand challenge pour les praticiens, pour les endocrinologues qui prennent en charge des diabétiques musulmans. Et jusqu'au début 2023, bah, quand on avait fait une revue de la littérature, on avait trouvé qu'il existait uniquement 2 publications internationales dans ce domaine. La première, c'était une publication égyptienne et puis une deuxième qui était une publication saoudienne qui ont utilisé la boucle fermée et qui ont testé le jeûne du mois de Ramadan chez les diabétiques de type 1 porteurs de ce type de pompe. Alors, on a essayé aussi de faire la même expérience et entre le mois de Ramadan 2023 et le Ramadan de 2024, on a eu 4 patientes qui ont accepté ce challenge et qui ont jeûné le mois de Ramadan en totalité. Alors finalement, les 2 premiers cas ont été publiés à l'échelle internationale et notre publication est considérée
considérée comme étant la troisième publication après les deux premières que j'ai citées tout à l'heure. Alors, comment on a sélectionné ces personnes-là? Donc, on a pris des patientes âgées de plus de 18 ans, porteurs d'une boucle ouverte, et puis qu'on a mis ce boucle fermée pendant au moins un mois avant le début du mois de Ramadan, qui avait un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 7,5 sans hypoglycémie. Et c'est des personnes qui étaient bien éduquées et qui pratiquaient parfaitement l'insulinothérapie fonctionnelle. Bien sûr, ils étaient consentantes à cette expérience du jeûne de mois de Ramadan. Alors ici, je vous expose les données initiales chez les quatre patientes et regardez, déjà avant le jeûne du mois de Ramadan, elles avaient un bon temps, on va dire un objectif de temps passé dans la cible avec un bon coefficient de saturation, sauf pour la dernière patiente qui était à 66% de temps dans la cible et regardez son coefficient de variation initiale qui était presque de 43%. Donc, alors, ils ont toutes jeûné le mois de Ramadan en totalité. Et quand on voit un peu leurs résultats, on constate, regardez, le coefficient de variabilité s'est largement amélioré entre avant la boucle fermée et après, et le jeûne pendant le mois de Ramadan, mais aussi le temps passé dans la cible. Même la dernière patiente, hein, qui avait tout à l'heure 43% de coefficient de variation, elle est passée à 28% et son temps passé dans la cible, qui était de 65%, il est passé à 89%. Alors, on peut dire que le système de boucle fermée permet une meilleure flexibilité, une efficacité chez les personnes diabétiques de type 1 qui désirent jeûner le mois de Ramadan avec une sécurité pendant cette période de jeûne, mais ceci nécessite quand même une équipe qui doit être formée, des patients qui doivent être bien choisis, des patients qui doivent être consentants et adhérents à ce suivi, avec une gestion glycémique appropriée pour leur donner bien sûr une gestion glycémique appropriée et améliorer de façon optimale leur qualité de vie. Et pour finir, on a toujours des limites. Pourquoi? Parce que finalement, ce n'est pas un système à boucle fermée, on peut dire à boucle semi-fermée, parce qu'il nécessite toujours l'implication de la personne, du patient, que ce soit lors du comptage du glucide, lors de l'activité physique. On leur demande toujours de calibrer. La validation des capteurs n'est que de 7 jours, alors que pour d'autres systèmes de mesure continue de la glycémie, elle est de 14 jours. En cas d'hyperglycémie, il n'est pas possible de faire un bolus manuel de correction tout en restant dans le système de boucle fermée. L'activité physique nous pose encore un grand challenge et généralement, c'est des messages éducatifs individualisés. Et puis, à la fin, pour le Maroc et aussi pour les autres pays en voie de développement, le coût de la pompe, de son consommable, des capteurs reste très élevé avec absence de remboursement. Généralement, quand on installe ces systèmes chez nos patients diabétiques de type 1, l'efficacité elle est vraiment impressionnante, ce qui génère une équipe médicale et aussi des patients qui sont vraiment ravis. L'équipe doit être bien formée et entraînée à la boucle ouverte, puis par la suite à la boucle fermée. Il faut bien comprendre les systèmes pour pouvoir aider nos patients. Alors, aider ces patients, leur donner un équilibre glycémique grâce à l'installation de ces boucles fermées va changer leur comportement. C'est des personnes qui deviennent plus motivées, ils vont s'intéresser à leur diabète, ils vont commencer à adhérer à un suivi médical régulier, alors qu'avant, on faisait l'inverse. C'est qu'on commençait à les motiver, à faire de la psychothérapie pour pouvoir atteindre un objectif glycémique. Et pour finir, reste le coût, comme je l'ai déjà dit, au Maroc et aussi dans les pays où on voit développement qui constitue un vrai frein par rapport à l'installation de ce type de technologie. Mais en contrepartie, on a une balance, la balance entre le coût du traitement, mais aussi la balance avec le coût des complications dégénératives, macro et microangiopathiques que nos patients diabétiques de type 1 peuvent nous faire à long terme. Et je vous remercie pour votre attention.